Restez avec nous. Arthrite, arthrose, polyarthrite, plus de 25% des Français souffrent de rhumatisme. Et pour les soigner, il y a les traitements classiques, souvent à base d'anti-inflammatoires, mais il faut également penser aux plantes pour soulager vos articulations douloureuses. Oui, des douleurs liées à l'inflammation durable en fait de la membrane qui entoure les articulations, une membrane qui va s'épaissir et qui ne joue plus son rôle protecteur et facilitateur des mouvements. Pour répondre à vos questions, nos deux invités, le docteur Laurent Chevalier qui est nutritionniste et botaniste. Bonjour. Bonjour. Thierry Thévenin qui est producteur herboriste bio de plantes médicinales. Bonjour. Alors évidemment, comme toujours, beaucoup de questions. On commence avec celle d'Annick qui nous dit qu'elle a une polyarthrite rhumatoïde. Elle demande si elle peut prendre sans risque l'association sève de bouleau et cassis. Il n'y a pas de contre-indication connue sur ces deux plantes-là. Et en plus, la sève de bouleau, c'est vrai que ça tombe très bien en ce moment, puisque c'est justement le moment où les bouleaux vont donner leur sève. En fait, chaque année au printemps, bien, alors, pour que l'arbre puisse faire sa feuille, il monte des litres et des litres de sève brute. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on le récupère. Donc, on peut le faire soi-même si on habite à la campagne. Hein. Oui, c'est ça. Alors, comment on fait pour... c'est un peu du vampirisme. Hein. On entaille. Si on le fait proprement, on fait vraiment... Il y a des gens il faut pas faire ça, qui simplement coupent la branche et mettent un goulot de bouteille dedans, pendu, et ça coule. Après, ce qu'il y a, c'est qu'on peut plus cicatriser. Le mieux, c'est de faire un petit trou dans le tronc. Donc, on rentre pas profond. Il faut passer derrière l'écorce. C'est un trou qui fait 3 ou 4 cm de profondeur. On va choisir un tuyau qui est exactement de la même dimension que la mèche qu'on a utilisée pour faire le trou. Donc on peut, voilà, on se débrouille. Hein, vous faites le trou avec une perceuse, quoi. Avec une perceuse, ouais. À bois, on va pas très loin, on va pas au cœur de l'arbre. Hein, on passe juste derrière l'écorce. On fait le trou un petit peu incliné, et puis donc il y a ce tuyau qui va, après la sève va s'écouler. Donc on met simplement un récipient en dessous. Alors c'est pas fini, hein. Ça coule. C'est ce que je disais, c'est du vampirisme. On pique la sève de l'arbre. Il faut pas aller lui en prendre des tonnes et des tonnes. Hein. 2 ou 3 litres pour un arbre, c'est rien du tout. Hein. C'est un peu comme une piqûre de moustique pour nous. Et donc, une fois qu'on a récolté nos 2 ou 3 litres, ça peut être variable suivant le moment. Ça coule à peu près pendant 15 jours. Mais il y a des jours où ça coule beaucoup plus que d'autres. Donc, dès qu'on en a pris 3 litres, on surveille un petit peu. On s'en va pas. On regarde un peu ce qui se passe. On retourne voir tous les 4 ou 5 heures. Ça peut aller vite. Des fois, en une seule nuit, on peut avoir rempli un bocal de 2 litres. Hein. C'est assez impressionnant. Donc là, à ce moment-là, on rebouche ce trou avec un petit morceau de bois sec qui, en gonflant, va boucher. Et puis si on veut vraiment bien faire les choses, on fait un petit pansement à l'argile sur le trou. Et après la sève, vous en faites quoi? Alors la sève, elle se conserve pas longtemps. Il faut, quand on l'a récoltée comme ça, comme elle était en contact avec l'air, elle risque de s'oxyder, donc il faut la boire rapidement. On peut la garder au frais pendant 48 heures. Mais on peut ça comme ça? À volonté. Il n'y a pas de contre-indication connue. Ah oui, on n'en fait pas des mélanges, des tisanes, des choses comme ça. Oui, on le boit comme ça, en l'état. On peut en boire un demi-litre ou un litre. Ça n'a pas mal l'estomac, ça brûle pas. Pas du tout. Et l'intérêt d'associer avec le cassis, c'est quoi? Alors, moi je pense que ça c'est des adjuvants. La polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie auto-immune. Oui. On a maintenant des traitements assez efficaces, les biothérapies, les anti-TNF-alpha, etc. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une étude qui a été faite sur le curcuma. Et la curcumine est intéressante puisqu'elle aurait une action assez proche finalement de ces anti-TNF-alpha. Alors c'est une petite étude, hein, bien entendu, mais ce que je veux dire par là, c'est que scientifiquement, en fait, on a des arguments pour dire mettez un peu de curry dans vos aliments de façon extrêmement régulière. Alors pas en excès, mais une petite pincée. Donc là, on a des arguments scientifiques très intéressants. Curry, c'est pareil. Pardon? Curcuma ou curry? Non, dans le curry, vous avez du curcuma, et en fait, ce curcuma est bien assimilé puisqu'il y a de la pipérine qui permet une meilleure assimilation. Mais pourquoi pas mettre directement du curcuma? Parce qu'en fait, le curcuma tel quel, il n'est pas très bien assimilé sur le plan digestif. Par contre, avec la pipérine du poivre, eh bien, c'est mieux assimilé, d'où l'intérêt du curry. Et l'association de tout ça avec la sève de bouleau, là? Pourquoi pas? Mais ce que je veux dire, c'est que... À quoi ça sert la sève de bouleau, plus particulièrement? C'est un adjuvant, ça permet de mieux... Le bouleau, pour mémoriser, c'est bien. La tradition populaire, souvent, est intéressante pour mémoriser les choses. Le bouleau, c'est l'arbre avec lequel on fait les balais. On balaye. C'est vraiment la sève de bouleau, mais il faut se souvenir, ça aide vraiment à mémoriser, c'est des moyens mémotechniques. Balayer donc, nettoyage, balayer, nettoyer. Donc c'est vraiment, la sève de bouleau, c'est quelque chose qui va nettoyer l'organisme au printemps, et en plus qui contient pas mal d'oligo-éléments, et ouais, c'est vrai. On parle loin avec vous, hein, vous savez, il faut vous suivre. Hein. C'est une purge. Non, c'est pas une purge, c'est pas un purgatif. Non. Alors, donc je prends le sève de bouleau, je la bois, donc ça me balaye l'intérieur de l'organisme. Ça va avoir une action nettoyante sur l'organisme, oui. Drainante et nettoyante. Et sur les rhumatismes, comme c'est le thème de l'émission, ça va pas dans les articulations. Non. J'essaye de raisonner scientifiquement un petit peu quand même. Ouais. Et donc,
On ne sait pas comment, mais ça fait du bien aux articulations. Je peux pas vous dire comment, mais je sais pas si toi tu as quelque chose à... Non, moi, j'utilise la sève de bouleau, je n'utilise pas. Mais bon, effectivement, traditionnellement, elle a été utilisée. Voilà, à peu près. Il est dans le sud, c'est un mot qui l'énerve. La feuille de cassis. Dans le boulot. La feuille de cassis ici, puis la feuille de frêne aussi. Donc ça, on va en parler peut-être juste après la feuille de frêne. On a quand même des produits diurétiques. Et c'est vrai que les diurétiques sont quand même indiqués, sont quand même conseillés en cas de rhumatisme. La sève de bouleau, c'est vrai que c'est quand même un grand diurétique. Juste un mot, mais ça me fascine, la sève de bouleau. Quel goût ça a? C'est pratiquement comme de l'eau, mais ça a une toute petite saveur sucrée, mais subtile. Hein. Faut pas prendre quelque chose de très fort avant. Mais si on n'est pas attentif, c'est un petit peu comme de l'eau. C'est très très clair. Hein. Vous voyez ça très blanc. Denise demande quelle plante pour soulager le bas de la colonne vertébrale, les douleurs lombaires. Alors, il y a une plante qui est assez intéressante pour ça, c'est l'arpagophytum. Alors, on a beaucoup de questions sur l'arpagophytum, vous tombez bien. Donc, H-A-R-P-A-G-O-P-H-Y-T-U-M. Oui, bien sûr. H, hein, arpagophytum. Voilà. Il y a deux H. Donc c'est une plante qui est utilisée, c'est une plante qui est originaire d'Afrique du Sud. C'est une plante qu'on appelle aussi la griffe du diable, puisqu'elle a des espèces de crochets, les fruits ont des espèces de crochets, et on utilise les racines, même les racines secondaires. Et en fait, on a identifié un élément dans l'arpagophytum qui s'appelle l'arpagoside, qui a des propriétés anti-inflammatoires. Alors elle est très intéressante, mais il faut faire. Elle n'est pas remboursée d'ailleurs. Voilà, elle est très intéressante. C'est vrai, c'est une vraie question. Bon, ça c'est les plantes en général. Mais il faut savoir que c'est extrêmement amer. Donc la prenez pas en tisane. Si on la prescrit en tisane, on a une très mauvaise observance. Par contre, ça fait partie des plantes qu'on peut prendre en gélule. D'accord. À peu près 200 ou 300 mg d'extrait sec, et on prend à peu près 2 gélules. Il faut savoir aussi que quand on prend cette plante, notamment pour les maux de dos, ça a un effet différé. Donc ça n'a pas un effet immédiat. Différé à combien de temps? À peu près 8 jours. Ah oui, d'accord. Donc il faut quand même, c'est des plantes qu'on prend au long cours. Après ça, il faut savoir aussi, c'est qu'il existe... On verra après ce qu'il y a dans la tisane. Parce que... Michel, on est sérieux là. Oui, trop sérieux nous. J'ai l'impression, c'est bien, c'est bon. Hein. J'ai l'impression de boire une grange. Et on l'a aussi en pommade. Moi, je suis assez pour les pommades, les applications locales. Enfin, donc, on peut avoir de l'arpagophytum, mais quand vous prenez une pommade et que vous allez utiliser une pommade au long cours avec des plantes. Dans un certain nombre de pommades, pas dans toutes, il y a des conservateurs. Et donc faites attention à ce qu'il n'y ait pas de parabènes, puisque en fait c'est du E214 à E219. Si vous faites une application au long cours, un peu de parabène va passer, c'est un perturbateur endocrinien. Il ne va pas en passer beaucoup, mais c'est pas du tout gênant si c'est pour une contusion, parce que ça va pas durer longtemps, mais si vous êtes obligé de mettre pendant pas mal de temps, eh bien à ce moment-là, vous faites un petit peu attention au type de conservateur qui rentre dans les pommades. Et puis, pour les maux de dos aussi, il y a des pommades qui contiennent aussi du piment. Et en fait, on a des effets qui sont des effets intéressants. Capsaïcine. Exactement. Exactement. Oui, c'est ce qu'on mettait pour faire des nucléolyses avant, pour aller détruire les noyaux. Hein? Je faisais un peu, genre pour une fois que je connais quelque chose, et puis vous en rajoutez, donc ça m'écrase mon effet. Non, si, ça m'écrase mon effet. D'accord, excusez-moi. On va parler de la tisane, si vous voulez bien, qu'on est en train de boire. Qu'est-ce qu'on a mis dedans là? Il y a une majorité de feuilles de cassis, donc qui est vraiment une plante traditionnellement conseillée pour les rhumatismes, donc diurétique, anti-inflammatoire. Il y a un petit peu de bouleau. Alors j'en ai mis moins pour la bonne raison que souvent ce qui fait obstacle aux tisanes aussi, des fois c'est l'amertume. Ouais. C'est âcre, c'est pas amer, c'est âcre. C'est pas tout à fait l'odeur dominante là, c'est ça? L'odeur dominante c'est elle, parce qu'au niveau du parfum c'est la fleur de Reine des Prés qui a. C'est moyen cette odeur. Hein. On est dans la tisane vraiment de soins, on n'est pas forcément dans la tisane plaisir. Non. Attendez, parce que Marina va nous parler de ses souvenirs. Ses souvenirs, bon. Vous avez eu un problème avec la fleur de... Je sais pas, ça me rappelle un souvenir bizarre. Vous avez parlé de grange et de foin. C'est vraiment la plante qui fleurit au moment des foins. Et on l'appelle la reine des prés. C'est la reine des prés. Et donc c'est vrai qu'il y a cette odeur de... C'est l'été, mais des foins. Ça a une odeur, ça a un goût, Marina. Oui, excusez-moi, c'est lui qui m'embête. J'ai été culbuté dans les foins. Ah non, là j'étais sûre que ça allait dégénérer comme ça. Vous me prenez pour qui, Michel? Oui, donc... Ça a un goût, en fait, la Reine des Prés a un petit goût de vanille. Et il se raconte que Michel Braquant, justement, il en met un petit peu dans ses plats quand elle est fraîche. Et elle est c'est très très agréable. C'est un petit coup de vanille. On peut assaisonner ses salades, effectivement, l'été, grâce à ça. Monique nous demande si la prise de gélules de plantes comme le curcuma peut être ou pas dangereuse, même si elles ne sont pas considérées comme des médicaments. Alors, après, il faut vraiment voir, je dirais, si on a des médicaments à côté, il faut toujours mieux en parler à son médecin avant. Mais par exemple, si vous prenez du curry, vous risquez rien. Mais même après, en gélule, hein?
On est d'accord. Non mais là, le curry, vous le mettez dans l'alimentation. Oui, mais là, la question, c'est est-ce qu'on peut prendre des gélules de curcuma, par exemple? Le curcuma, le problème du curcuma, c'est qu'on considère qu'il n'est pas très bien assimilé sur le plan digestif. Même sous forme de gélule? Même sous forme de gélule. Donc moi, je suis très prudent avec cette forme. Après, d'une manière générale, les compléments alimentaires, il faut toujours en parler à son médecin pour être sûr qu'il n'y ait pas d'interaction avec d'autres médicaments. Donc il faut toujours en parler à son médecin. Parce que les épices, autant les mettre dans les plats, effectivement. Et les épices, on les met dans les plats. L'avantage du curcuma, il y a quand même un grand recul d'utilisation. C'est vrai que c'est une épice qui est utilisée depuis des centaines, voire des milliers d'années en Inde. C'est quand même, en général, on finit par s'en rendre compte quand il y a vraiment un souci avec une plante et qu'il y a un tel recul d'utilisation. Alors, on nous pose la question à chaque thème, on la repose. En cas de rhumatisme, cette fois-ci, attends, j'ai un petit reste de foin. C'est votre problème, Michel. Sous quelle forme les plantes sont-elles le plus efficaces? Tisane, infusion, décoction, cataplasme? Alors, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, c'est la forme sous laquelle on les prend. Si on a vraiment des problèmes, c'est vraiment le premier mais les truc. cataplasmes, par exemple, pour le rhumatisme, ça paraît pas idiot? Oui, c'est loin d'être idiot, oui. On oui, fait dans ce cas-là un oui. cataplasme de quoi pour les rhumatismes? Et comment on fait un cataplasme? De toute façon, les plantes ne vont pas forcément changer, ça peut être les mêmes, mais c'est vrai que souvent ça peut être bien de faire sous plusieurs formes simultanées. On peut très bien garder une partie de l'infusion pour mouiller une compresse et appliquer sur la partie douloureuse. Sur une compresse, d'accord. Et pourquoi pas Cette crème aussi, Oui. qu'on peut utiliser en local, c'est bien. Et puis il y a aussi une chose qu'on peut faire. Enfin, on peut mettre des huiles essentielles comme la Goltieri par exemple dans un peu d'huile. Et puis il y a une chose qu'on peut faire aussi, c'est prendre des fleurs de millepertuis. Donc on prend les fleurs de millepertuis, ça va être au mois de mai, au mois de juin à peu près, enfin ça dépend des régions, en Creuse un peu plus tardivement. Et en fait on met ces fleurs de millepertuis dans un peu d'huile d'olive, on le met au soleil, on attend que ça rougit. Ensuite, on comprime un petit peu, on récupère cette huile un petit peu rouge et on peut la garder toute l'année, on peut se masser toute l'année avec de cette huile de millepertuis, en sachant une chose quand même, c'est qu'elle est photosensibilisante. C'est-à-dire que voilà, si on se met juste après au soleil, on risque d'avoir des rougeurs. Mais ça, on peut le faire de façon très pratique, c'est très amusant. Et pourquoi pas un petit cataplasme de boue? Michel, un sujet? Oui. Pour soulager les rhumatismes, la médecine thermale peut constituer une solution naturelle efficace. Karine Elkoubi et Damien Sauk se sont rendus dans une cure spécialisée pour comprendre comment ces soins agissent pour réduire les douleurs. Bonjour. Allez, venez. Barbara souffre de plusieurs rhumatismes, de l'arthrose au genou et dans le cou et des tendinites qui parsèment son quotidien de douleurs. Voilà. Asseyez-vous, j'arrive. Toute jeune retraitée, elle a décidé de profiter de son temps libre pour faire une cure thermale, 3 semaines de soins avec une découverte, l'enveloppement à base de boue. Levez un petit peu la tête. Quand on met la boue comme ça, c'est très très chaud, c'est agréable, ça détend les muscles, on sent tout de suite une détente au niveau des muscles. Ce moment de relaxation, elle le doit à l'étang de Thau et à ses éléments minéraux et organiques. Pour former la boue, ils sont mélangés avec de l'eau puisée à 120 mètres sous terre. Avant d'être appliquée, cette boue est chauffée à 43 degrés, la température idéale pour que les oligo-éléments pénètrent l'organisme par la peau et soulagent les articulations douloureuses. Je ne suis pas spécialement médicament, donc je préfère les moyens naturels, sauf en période de grosse crise. C'est pour ça que je suis venue vers la cure, parce que c'est pour moi un traitement naturel. Voilà, ça a été? Oui, très bien. Parfait. Chaque jour, pendant près de 2 heures, les curistes reçoivent d'autres soins, tous à base d'eau thermale. Un complément au traitement antidouleur et anti-inflammatoire classique qui a un effet durable. Ça apporte une meilleure mobilité, toutes les articulations retrouvent une souplesse et en définitive, on est moins vieux du fait même. On va mobiliser les poignets, on garde les bras tendus, les coudes tendus, on mobilise uniquement les poignets. Dans de nombreuses situations, la cure thermale n'est plus que la seule solution à proposer à des patients. Ce sont des patients qui n'ont pas d'issue chirurgicale, ils ne sont pas à ce stade-là. Et par exemple, ils peuvent avoir des contre-indications à prendre des anti-inflammatoires. Allez, un dernier exercice. On garde les jambes croisées, on tend, on inspire, on fléchit, on souffle. Évidemment, la cure thermale n'a pas vocation et l'ambition de guérir, mais on peut véritablement soulager. Elle a sa place dans l'arsenal thérapeutique. La cure n'est donc pas une solution miracle, elle ne peut pas soulager définitivement les rhumatismes chroniques. Ces soins sont par ailleurs contre-indiqués aux personnes qui ont des articulations trop inflammatoires ou qui souffrent de polyarthrite rhumatoïde. Alors pour revenir là sur ces enveloppements, c'est quelque chose qu'on peut faire finalement chez soi aussi.
Quand on parlait de cataplasme tout à l'heure, c'est des choses qui Oui, peuvent quand bien même sûr, mais enfin, vous avez vu là, c'est très bien, puisqu'après ça, vous êtes accompagné, vous apprenez à faire des mouvements, Oui. vous êtes Non, examiné, j'entends, etc. mais pour une crise un peu douloureuse, c'est quelque chose qui peut être... Oui, ça on peut faire. Enfin, je veux dire, il y a des pommades qui sont tellement efficaces aussi, enfin assez efficaces, et c'est plus simple, quoi. Je veux dire, vous badigeonnez un peu de... Mais ça, j'incite beaucoup à aller dans les cures thermales, c'est remboursé par la sécurité sociale, et c'est vraiment efficace. Efficace sur le rhumatisme. Annie a 86 ans, elle demande par quelle plante et sous quelle forme on peut traiter des douleurs de sciatique quand le traitement classique est inefficace. Alors il y a une plante qui est pas forcément, c'est pas l'indication pour laquelle elle est la plus connue, mais alors toi tu as parlé du millepertuis, donc si cette personne a... Le millepertuis, il faut faire attention parce qu'il y a plein d'interactions médicamenteuses possibles. Il faut d'abord demander... Par voie externe, j'en avais parlé par voie externe. Non, mais sur une sciatique, le mélange de millepertuis et de prêle donne de bons résultats. Sous forme de tisane, de comprimé? De tisane, oui, tout simplement, tout bêtement. Par contre, il faut bien vérifier qu'il n'y ait pas incompatibilité si elle prend d'autres traitements avant, quoi. Je viens de lire un article sur l'efficacité de la baie d'Açaï, comme ça que ça se prononce. Alors, je connais pas. Quoi? La baie d'Açaï? C'est un nom scientifique. Que penser de ça? Non, alors je crois pas moi que vous avez posé la question. Que penser de cette plante? La baie d'Açaï, ça fait partie de ces plantes finalement qu'on connaît pas forcément très bien justement en termes d'interaction. Écoutez, on a en France de plantes qui marchent bien en Europe, un peu de façon générale, je dirais, pour les rhumatismes, l'arthrose, la goutte, c'est le frêne. Ça coûte pas cher, ça marche bien, ce sont les feuilles de frêne qu'on utilise maintenant. Autrefois, on utilisait même l'écorce de frêne. On appelait ça d'ailleurs la quinine d'Europe. Mais ça, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Donc je dirais que presque, je pense que Thierry serait d'accord avec moi, que pratiquement toutes les tisanes, notamment pour l'arthrose, on devrait adjoindre un petit peu de frêne et des feuilles de frêne. Et c'est vraiment pas cher. Donc quand on a des bonnes plantes chez nous, autant les utiliser. On n'a pas besoin d'aller chercher des choses tout à fait extraordinaires. Roland prend des cachets contre l'hypertension, en l'occurrence je pense que ce sont des diurétiques. Il demande s'il peut prendre des plantes pour ses rhumatismes. On a parlé effectivement tout à l'heure de l'effet diurétique de certaines plantes. On peut cumuler. Alors par exemple pour le frêne, vous n'avez pas d'interaction. Hein. Comme il a l'hypertension, je voudrais revenir sur un point qui me paraît important concernant l'arthrose. L'arthrose, c'est une maladie des cartilages. Bien sûr, l'usure intervient aussi avec les protéoglycanes, enfin des éléments du cartilage qui peuvent moins bien fonctionner ou peuvent avoir des déficits, etc. C'est une maladie chronique. On s'en occupe culturellement que quand on a très mal. On devrait faire de la prévention. C'est un peu comme si, pour l'hypertension, on commence à s'occuper de l'hypertension que quand on a fait un AVC. Ça n'a pas de sens. Je crois qu'il faut faire attention à prendre en charge l'arthrose de façon précoce quand il y a des facteurs de risque. Les facteurs de risque, c'est quoi ? C'est d'une part, par exemple, un dos qui n'est pas forcément très droit, donc il faut voir s'il y a des scolioses, examiner les personnes, voir l'axe au niveau des genoux, il faut voir s'il y a des antécédents d'arthrose dans la famille. Et puis, il faut faire attention au poids. Le poids, c'est quelque chose d'important. On sait que le tissu adipeux sécrète un certain nombre de substances, et on s'est par exemple aperçu que les personnes qui avaient été en surpoids avaient plus facilement de l'arthrose des mains. Donc c'est pas qu'un effet mécanique, c'est un effet mécanique bien sûr sur le genou, sur la hanche. Donc ce que je veux dire, c'est que l'arthrose, on doit prendre ça de façon précoce, en charge et avoir une réflexion là-dessus. Je crois qu'il faut en parler à son médecin généraliste. Et le médecin généraliste en profitera pour aider. Et s'il y a besoin de semelles, on mettra des semelles orthopédiques. Il y a tout un tas de choses à faire avant, plutôt que d'arriver au stade où on a mal et finalement on est bien embêté avec cette usure très parfois importante des cartilages. Je souffre d'un rhumatisme psoriasique, donc un rhumatisme associé au psoriasis. Quels sont les bienfaits des plantes dans ce cas? Lesquels utiliser, Camille? Des plantes connues pour ça? Cassis, toujours? Cassis, de toute façon, c'est sûr, oui, c'est pas... Je crois que là c'est un peu la tisane de base. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un psoriasis, on va avoir des douleurs articulaires. Enfin, c'est la tisane de base qui va comprendre frêne, cassis et reine des prés, un peu comme ça là. Voilà. Ça, c'est une tisane. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut prendre parce qu'on ne va pas avoir... Enfin, c'est quelque chose qu'on peut prendre de façon au long cours, vous voyez, par cure, au long cours, sans problème, quoi. J'ai de l'arthrose lombaire avec les becs de perroquet. Ça, c'est quand l'os pousse entre les vertèbres. Et je voudrais me soigner avec les plantes, mais j'ai une hypothyroïdie. Est-ce possible? Alors,
Et deux questions. D'abord, les becs de perroquet, ils vont pas disparaître avec les plantes, mais on va peut-être soulager les douleurs. En revanche, est-ce que tous les traitements que vous donnez pour les gens qui ont des problèmes de thyroïde, et Dieu sait s'il y en a, il y a des risques, des contre-indications, vous faites attention? Dans les plantes dont on vient de parler, je crois pas. Je vois pas. Voilà, sur les plantes sous forme de tisane, sous forme de tisane, si vous voulez, on n'a pas de soucis particuliers. Alors, on peut avoir des soucis avec certaines plantes, bien entendu. Il faut faire attention, notamment avec toutes les personnes qui prennent des algues ou des choses comme ça. Donc, il faut faire attention à ça. Mais là, en l'occurrence, les plantes qu'on vient de citer, on peut les prendre sans crainte. On remet la question de Lucie à laquelle on n'a pas répondu tout à l'heure parce qu'on n'y peut rien. Pourquoi l'arpagophytum n'est-il pas remboursé? Parce que les plantes ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Alors voilà, ça c'est une grande question. Elles ont été déremboursées dans les années 90. C'était malheureusement à l'époque où Philippe Séguin était ministre de la Santé. On a décidé le déremboursement des plantes, et même en prescription magistrale, ce qui était extrêmement surprenant. Avant, on faisait des prescriptions magistrales qui étaient remboursées, donc c'était pas par hasard qu'on prescrivait ces plantes. Alors, voyez, beaucoup de médicaments contiennent des plantes, de toute façon. Beaucoup de médicaments contiennent des plantes, ça on est d'accord. Mais je veux dire, c'était une mesure qui était surprenante. Alors du coup, les gens se sont précipités vers des anti-inflammatoires avec toutes les conséquences que ça a. Donc ces petits moyens effectivement devraient être remboursés et nous plaidons pour ça. On ne veut surtout pas que la phytothérapie soit ou devienne une médecine uniquement de riches. Bien sûr. Donc je pense qu'on peut rembourser. Alors moi, ce qui me surprend toujours, si vous voulez, on en avait déjà parlé une fois avec Michel, c'est qu'on rembourse l'homéopathie et on rembourse pas la phytothérapie. Ah, vous avez des discussions comme ça? Ah oui, souvent. Ouais. Souvent. On m'invitera à dîner. Le seul point positif qu'il pourrait avoir au fait que les plantes ne soient pas remboursées, c'est que du coup, on y fait peut-être plus attention et qu'effectivement, on ne les consomme pas inconsidérément, quoi. Mais ça pourrait être le seul point positif. Et puis, effectivement, parce que je pensais à l'arpagophytum qui est quand même pas mal surexploité. C'est une plante qui pousse dans les déserts sud-africains et qui pour l'instant est très peu mise en culture. Donc c'est vrai qu'un des effets pervers possibles du remboursement, c'est qu'après, éventuellement, on peut se mettre à consommer ça sans se rendre compte que c'est pas forcément inépuisable et reproductible. Voilà, c'est d'accord. Ben, merci beaucoup à tous les deux.